Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi que d'ouvrir ces entretiens de Madrid, les premiers d'une longue série. Je voudrais remercier tout d'abord Domingo Sanfelipe d'avoir pris l'initiative d'organiser ces entretiens. Après une conversation que nous avons eue ensemble, voici plusieurs mois de cela maintenant, aux entretiens de Royaumont qui, depuis 10 ans maintenant, éclairent le débat et la réflexion politique en France à la fin de chaque année, le premier week-end de décembre. L'initiative de développer des entretiens de Royaumont à l'étranger part d'un principe qui présidait au fond l'idée des initiateurs des entretiens de Royaumont au cœur des années 50, ce qu'on appelait les nouveaux philosophes en France, qui voulaient trouver le moyen d'allier plusieurs sortes de réflexions pour pouvoir enrichir les débats et dans un esprit qui déjà, dès la fin du XXe siècle, est un esprit de francophilie. Cette francophilie, nous la retrouvons aujourd'hui à Madrid, mais nous la trouvons aussi à Varsovie, nous la trouvons dans d'autres pays qui sont en train de préparer l'organisation des entretiens de Royaumont, au Maroc, en Grande-Bretagne notamment, et en l'occurrence, cette initiative de développer des entretiens de Royaumont à l'étranger pour pouvoir rapprocher la France et l'ensemble des peuples avec qui il y a des liens d'amitié, des liens de fraternité, des liens de proximité extrêmement forts, comme avec le peuple espagnol, participe au fond à une vision d'échange, de réflexion et, je dirais tout simplement, de rapprochement, à l'heure où jamais la mondialisation n'a été aussi forte, et à l'heure où jamais les attentes des peuples, et notamment le peuple français, a été de s'insérer dans cette mondialisation sans perdre ni ses repères, ni ses valeurs. Le sujet tel qu'il apparaît aujourd'hui pourrait sembler ardu. Impôts, croissance, dépenses publiques. En parler un vendredi matin, à l'heure qui est la nôtre, pratiquement 10 heures, c'est un vrai défi. Et en même temps, n'est-ce pas là l'essentiel, la clé de nos modèles économiques, la clé qu'il convient aujourd'hui de repenser, tant nous avons un écart entre ce qui nous a permis de fonder ce qui était à l'époque un cercle vertueux au cœur des années 50, juste après la période de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous permettait un financement de l'économie et de la protection sociale très aisé, le financement de cette économie et de cette protection sociale qui, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec celui de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Faible croissance, chômage en hausse, déficit public record. Au fond, au premier regard, lorsqu'on observe la situation de l'économie espagnole et la situation de l'économie française, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de points de similitude. Mais en réalité, en observant davantage l'économie espagnole, et comme je pense que l'ensemble des orateurs de ce matin et de cet après-midi auront l'occasion de le faire de façon plus approfondie, les différences sont importantes. Je prendrai comme seul exemple la situation de la balance commerciale en Espagne, qui a quasiment retrouvé son équilibre, et ce qui, d'un point de vue français, apparaît comme une vraie performance pour un pays qui compensait traditionnellement son déficit par une balance touristique particulièrement favorable. Et lorsqu'on s'y penche d'un peu plus près encore, on observe que ce résultat n'a pas été obtenu par l'austérité qui réduit naturellement la mécanique des importations, mais bien grâce à la croissance des exportations, ce qui signifie que l'Espagne a réussi à gagner en compétitivité, ce qui est, pour la France aujourd'hui, notre principal défi. Au fond, dans une Europe du Sud, que présente très bien l'Espagne et dont les médias français se complaisent régulièrement à nous montrer qu'elle n'arrive pas à sortir de l'ornière, à la star bien sûr de la Grèce, l'Espagne apparaît comme progressivement l'élève appliqué. L'élève qui, certes, continue à connaître une situation difficile, mais qui montre des signes très encourageants. Aussi,
il nous a semblé intéressant de nous pencher sur cette spécificité espagnole et d'essayer de trouver des réponses qui, finalement, pourraient être des solutions pour la France. L'une des réponses peut se trouver dans les chiffres du chômage. L'Espagne est le pays qui a connu la plus forte croissance de chômage de la zone euro entre 2007 et 2012, passant de 8 à un peu plus 8% à 25%, alors que dans la zone euro, la moyenne était entre 7% et 11% entre 2007 et 2012. Dans la même période, le PIB reculait de 2% sur l'ensemble de la zone euro. L'Espagne payait un très lourd tribut à l'époque à la récession mondiale en accusant un recul de 4%. Aussi, lorsqu'on regarde cette période à l'aune de la situation actuelle, on peut comprendre que les entreprises et l'Espagne ont accepté de relever un défi considérable. Considérable d'un point de vue français, sachant que nous n'avons pas du tout pris la même optique. Cette option qui était celle de l'Espagne a été de réduire drastiquement les effectifs pour pouvoir miser sur un retour rapide de la compétitivité. Aujourd'hui, ce choix se révèle incontestablement payant du point de vue économique, et j'irai même plus loin en me disant qu'il pourrait être très payant d'un point de vue social, et plus payant que celui qui consiste à vouloir préserver les emplois coûte que coûte. Face à une situation de crise, vouloir absolument conserver le passé peut-il être la solution? Peut-être si la crise ne dure que quelques mois, mais au fond, si la crise est longue, parce qu'elle est structurelle, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que vouloir conserver absolument le passé n'est pas contre-productif en interdisant les évolutions structurelles de l'économie, en interdisant l'évolution et les mutations profondes qui sont nécessaires à la fois pour un pays, mais qui sont bien sûr nécessaires pour toutes les entreprises. En cela, l'observation du fonctionnement des entreprises montre leur extraordinaire réactivité pour pouvoir faire face à l'ensemble des défis de la concurrence mondiale, exemple que les pays devraient bien sûr retenir, qui sont eux aussi en prise directe avec une concurrence mondiale pour l'emploi et pour la création de la valeur. Si on veut regarder un exemple, ou plutôt un contre-exemple, le Japon a largement montré pendant 20 ans comment le fait de ne pas traiter des problèmes cruciaux donnait de mauvais résultats et surtout offrait un déficit structurel dont le Japon aujourd'hui peine à inverser la tendance au prix d'efforts considérables à accomplir par la population japonaise. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui une crainte s'éveille dans les milieux économiques. La crainte que l'Europe n'entre aujourd'hui dans sa décennie perdue, comme au Japon naguère. Ce qui risque de se produire si des erreurs de politique économique, si une forme d'aveuglement, et si un manque de courage, regardons-nous, des gouvernants, ne transforme pas une crise, certes structurelle, mais qui pourrait être que temporaire, en une longue, très longue stagnation économique qui affaiblirait de manière durable, non seulement l'économie bien sûr, mais aussi l'ensemble des structures politiques, qu'elles soient nationales ou européennes, et qu'on conduirait de facto toute une zone économique vers le déclassement international. Pour la France, la stagnation de l'économie et la quasi-récession dans laquelle nous serions si la politique sociale que nous conduisons ne maintenait pas artificiellement les revenus, pesant lourd d'ailleurs sur nos déficits,
est extrêmement préjudiciable à la mutation de l'économie française. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que la France, d'ailleurs, ne serait pas en mesure de tenir ses engagements de réduction des déficits, signe que les réformes ne sont pas engagées, et signe que ce que nous appelons avec pudeur en France les amortisseurs sociaux continuent de fonctionner pour faire croire que tout va bien, en tout cas jusque-là. Je ne sais pas quelle sera la vision des dirigeants européens s'agissant de l'acceptation de la France de repousser un peu plus encore le rendez-vous avec une réduction drastique des déficits. Mais si autant à l'instar de l'Espagne, chacun peut comprendre que l'on puisse échanger des délais contre des réformes profondes, autant dans le cas de la France, le faible montant des baisses de dépenses et, disons-le, l'absence de réformes massives rendent de nouveaux reports difficilement acceptables par la zone euro. Au final, nous allons toucher ce matin du doigt les questions cruciales que se posent finalement depuis la crise financière qui fut le révélateur tous les pays développés. Notre modèle social a vécu. Nous partageons désormais la création de la valeur avec le monde entier. De ce fait, nos ressources, les ressources de chacun des pays développés qui conduisaient le monde, voici 30 ans encore, diminuent considérablement, alors même que tous les habitants nous demandent services publics, protection des biens, des personnes, et le demandent au même titre que lorsque nous partagions les fruits de la croissance à 7 ou à 9 pays. Notre vrai défi est la réinvention du cycle de financement de l'économie et de financement de la dépense publique dans chacun de nos pays. Le cercle vicieux, qui est aujourd'hui celui de la croissance des impôts, dépenses publiques, doit donc devenir un cercle vertueux. Comment? À quel prix? Comment lutter contre la chute et le partage de la ressource? Comment contrôler l'arrivée massive d'une immigration qui cherche emploi, protection et avenir? Comment lutter aussi contre le départ, du fait de la mondialisation, de nombre d'industries vers des latitudes moins chères? Enfin, dernière interrogation, l'Europe. L'Europe peut-elle être une solution? Mais quelle Europe? Comment la faire fonctionner? Quelles institutions? Nous sommes un ensemble de vieux pays sur un vieux continent. Nous avons des difficultés à accepter qu'une formation supranationale puisse conduire nos destinées et en même temps. Avons-nous véritablement le choix? Est-ce que l'Europe n'est pas devenue une nécessité, une Europe fortement intégrée, qui supplée les gouvernements nationaux sur nombre de responsabilités? Est-ce que ce n'est pas une nécessité aujourd'hui d'être en effet très solidaire pour faire face à la crise économique, pour faire face aux enjeux de la croissance mondiale, pour assurer la stabilité financière et l'assainissement budgétaire, et aussi pour permettre à nos économies de se moderniser, de renforcer leur compétitivité, afin de garantir à l'ensemble des peuples de l'Europe une croissance sur le long terme. De ce fait, la question de la gouvernance économique est bien au cœur des grands enjeux européens, au cœur des enjeux de nos discussions, puisqu'au fond, le cœur de nos discussions, c'est comment créer des emplois, comment créer de la croissance, comment préserver nos modèles sociaux.
Vous le savez tous, et votre présence ici en est un témoignage fort et parlant, l'amitié profonde qui unit la France et l'Espagne repose sur une longue histoire commune qui a su surmonter les conflits, les crises. Nous partageons des valeurs, nous partageons des idéaux, des convictions, pas seulement économiques. Nous partageons une analyse lucide des nécessités du monde actuel. Comme on le sait depuis Louis XIV, les Pyrénées ne sont plus un obstacle. Cette amitié profonde s'est nouée autour de multiples liens entre nos deux pays, des mariages royaux, des alliances économiques et politiques, mais une alliance m'est très chère, Malraux. Malraux n'aurait pas été le grand Malraux sans l'Espagne. Malraux qui fut justement, il n'y a jamais de hasard, l'un des animateurs de l'Athénéum de Madrid, lieu dans lequel nous nous trouvons ce matin. La guerre civile fut pour lui l'occasion de mettre en pratique sa conception de l'engagement, en devenant colonel, en fondant l'escadrille España, et en jouant un grand rôle dans la constitution de la défense aérienne républicaine, qui parvint à plusieurs reprises à stopper la progression des troupes franquistes. Et c'est cette expérience de l'engagement de l'intellectuel, du combat en Espagne, qui inspirera à Malraux, rentré en France en 1937, ce si beau roman qu'est l'Espoir. Malraux disait « Il n'y a pas d'autre justice que la vérité ». Et la vérité, disait Sophocle, peut plus que la raison. De même que la vie peut plus que le plaisir et plus que la douleur, vérité et vie est donc ma devise, et non raison et plaisir. Je vous laisse méditer sur cette phrase qui pourrait être la phrase des entretiens de Madrid. Je vous remercie.